mes invités aujourd'hui. Alors, en nomination pour le prix André Corriveau, Madame Delia Cristea, qui est associée chef de l'exploitation et chef du contentieux chez Power Sustainable. Prix Alter Ego, Monsieur Jean-François Chalifou, qui est président et chef de la direction chez Beneva. Et pour le prix Femmes d'impact, Madame Janie Beik, présidente et chef de la direction Fonds de solidarité FTQ. J'aimerais vous dire à chacun merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est vraiment avec grand plaisir. Sachez que c'est la première fois que je vous rencontre, mais j'ai quand même l'impression de vous connaître un peu parce que j'ai fait des recherches. Il y en a, alors parmi vous, il y a certaines informations que j'ai eues qui m'ont surprise et j'ai hâte de vous en parler. Alors, nous allons, et Janie, je parle de vous. Donc, je parle de vous. Très surprise, mais on va y revenir. Nous allons débuter, alors, la façon qu'on va fonctionner, il y a des questions individuelles, ensuite des questions au groupe. Mais je vous ai présenté, vous avez tous des postes très prestigieux, on le sait. Mais personnellement, je me suis toujours intéressée à savoir qui se cache derrière des gens comme vous. Alors, indépendamment de votre titre à tous prestigieux, mais qui est la personne? Comment on arrive à devenir M. Chalifou, Mme Beik, Delia? Comment on y arrive? Janie, je vais commencer par vous. Nous parler un peu de vous. Comment on arrive? Premièrement, moi, j'ai un parcours assez atypique, mais je pense que ce qui a été le fil conducteur de toute ma carrière, c'est mes valeurs. Mes valeurs, mon courage, mon authenticité, très grande curiosité, un grand sens de l'innovation, puis des valeurs très, très profondes. Quand j'ai commencé, je suis allée en droit, je voulais défendre la veuve et l'orphelin, là. Fait que, toute ma carrière a beaucoup été influencée par mes valeurs. Super. Monsieur Chalifou? Moi, je suis né dans une famille de classe moyenne à Mont-Laurier, au Québec. Mes parents sont déménagés à Montréal, j'étais en très jeune âge. Une famille, ma mère toujours impliquée au niveau de l'éducation, de l'enseignement. Elle était enseignante, impliquée dans les syndicats. Mon père a travaillé toute sa carrière pour le mouvement des jardins. Donc, je dirais une famille centrée autour de la solidarité, de la justice sociale, de l'engagement individuel et collectif. Fait que c'est sûr que ça a, moi aussi, là, des valeurs qui m'ont été transmises en très jeune âge, oui, avec lesquelles j'ai navigué. Puis j'ai d'ailleurs moi-même aussi, puis par choix, bien sûr, mais aussi par hasard. J'ai travaillé, dans le fond, ça fait presque 30 ans de carrière maintenant, dont 27 dans le mouvement coopératif et mutualiste au Québec et au Canada. Donc, évidemment, ça me rend beaucoup fier. Avec raison. Merci, M. Chalifou. Madame Cristea, parlez-nous de vous. Donc, je suis une avocate réformée, on dit. J'ai grandi en Roumanie pendant la période communiste, donc ça m'a toujours donné l'espoir que l'État de droit va changer ou va nous protéger de tout ça. Puis, en effet, c'était mes grands-parents, ma grand-mère et aussi ma mère qui m'ont donné de l'espoir. L'idée qu'on peut changer le monde, on peut avoir un impact au niveau individuel, mais on peut avoir un impact autour de nous. Puis j'ai gardé tout ça en tête quand je suis déménagée ici il y a 20 ans. Donc, c'est chez nous, Canada, Québec, Montréal, c'est chez nous. J'ai gardé quand même l'idée d'impact. Il faut changer le monde, puis il faut garder... il faut défendre la démocratie, la planète, l'état de droit, tout ce qu'on a autour de nous. Puis c'est une obligation individuelle pour chacun et chacune de nous. Je trouve ça... bravo. Je trouve ça absolument magnifique. Merci encore. Janie, j'avais tellement hâte de vous poser la question. Tous les gens, les femmes et hommes que j'ai interviewés dans le cadre de ce gala à venir, ont un parcours assez similaire. Et le point commun, c'était, ils étaient tous et toutes, ou donnaient l'impression d'être des premiers de classe. Lorsque j'ai fait des recherches sur vous, ça m'a vraiment frappée. Je ne suis pas première de classe. Exactement. Je fais, ah bon? Et j'ai même relu, je dis, il y a une erreur. Il y a une erreur. Alors, vous n'êtes pas du tout une première de classe. Et ce que vous avez dit, et je trouve ça beau et
c'est très inspirant pour les jeunes et même qui veulent devenir soit des chefs d'entreprise ou des chefs de file. Vous êtes une femme qui avait énormément confiance en vous. Vous êtes ambitieuse. Vous êtes aussi avocate de formation, il faut le dire, mais je répète, pas du tout première de classe. Alors, Jenny, comment, en n'étant pas première de classe, on devient ce que vous êtes devenue, avec un parcours aussi admirable et inspirant? Premièrement, je n'ai pas toujours eu confiance en moi. Ça fait, je vais juste nuancer la chose parce que souvent, les femmes, on a beaucoup le syndrome de l'imposteur, puis je n'ai pas fait exception à ça. Je pense que c'est beaucoup mon désir de faire une différence. J'ai comme fait abstraction de ce que je suis première de classe, pas première de classe. C'est toujours la mission, le désir de faire une différence dans la vie des gens, le désir de faire arriver des choses qui m'a toujours animée et qui a probablement été une des clés de succès. Tu sais, je me souviens quand je visitais une entreprise, puis c'était le vendredi soir, on attendait l'avion, j'étais à Chibougamau. Puis je me suis assise avec le président de l'entreprise, puis j'ai dit, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer le Québec? Puis il m'a dit, il faudrait qu'on reparte l'usine de Lebel-sur-Quévillon. Et vous avez dit oui. J'ai dit, wow! Mais l'usine de Lebel-sur-Quévillon, c'est une usine qui était fermée depuis des années. Quand je suis allée visiter ça avec lui, il dit, on va y aller, là. Tu vas là, premièrement, tu as ton habit de neige de ski, tu te promènes avec une lampe parce qu'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien, il y a des trous dans le plafond. C'est un peu comme après la Deuxième Guerre mondiale, les livres sont ouverts avec les crayons déposés et tout. J'avais surnommé ça Tchernobyl, là, tu sais. Mais pour partir ça, bien, ça prend de la conviction. Ça fait que je pense que c'est toujours cette espèce de désir d'avoir un impact, de faire une différence qui fait en sorte que tu changes des choses petit à petit, puis les gens ont envie de te suivre, puis tu finis que tu te retrouves présidente du Fonds de solidarité. J'avais entendu parler de cette histoire et je me souviens, je me disais, mais comment on fait pour avoir le flair, pour savoir, comme vous l'avez dit, c'est une compagnie qui n'était plus en fonction depuis de nombreuses années. Vous avez eu cette conversation-là, tout de suite, vous avez ressenti un truc, vous avez fait comme moi, oui, absolument. Mais comment savoir si ça va fonctionner ou pas? Parce que clairement, ça a fonctionné. Comment on fait pour avoir le flair? C'est un mélange de deux choses. Premièrement, tu fais tes études. On a engagé des firmes d'ingénieurs qui ont regardé est-ce que la machinerie c'était récupérable, on était capable de la repartir, etc. Mais c'est beaucoup les individus. Moi, je crois beaucoup qu'une équipe de gestion fait la différence. Puis j'ai toujours dit, j'aime mieux investir dans une très bonne équipe, un moins bon produit. Je vais faire plus d'argent que d'investir dans un très, très bon produit avec une équipe de direction qui est moyenne. Puis ça a été un de mes premiers apprentissages quand j'ai traversé du côté du métier d'investissement. Puis je passe beaucoup, beaucoup de temps à connaître les gens qui vont porter ce rêve-là. Puis je savais, parce qu'on était partenaire avec cette équipe-là depuis un certain temps, qu'ils feraient tout pour réussir, puis que s'ils échouaient, c'est pas parce que par manque de volonté, de créativité, d'ambition, de détermination, c'est parce que ça aurait été impossible. Ça fait que de prendre le temps de connaître les gens, de connaître leur histoire, leur parcours, ce qui les anime, leurs valeurs, c'est ça qui fait la réussite, selon moi, d'un bon investissement versus un moins bon. Ceci étant dit, c'est pas une science infuse, investir, là, c'est il y a un bout qui est assez... qui est intangible, mais on passe trop de temps à regarder les chiffres, puis pas assez, puis le marché, puis pas assez à regarder les personnes, l'âme, les valeurs derrière les gens qui vont porter ça. C'est très bien dit, Jenny. Alors, je voyais Jean-François et Délia hocher la tête. C'est parce que j'ai investi chez lui. Oui. En plus, mais c'est parce que je suis acteur de formation, puis elle dit on passe trop de temps à regarder les chiffres. Oui, voilà. J'en conviens parfois. Oui. Mais pour vous, est-ce que, comme Jenny vient de mentionner, est-ce que le côté humain est plus important que je dirais pas les résultats, parce que les résultats, on en veut tous, c'est pour ça qu'on fait des investissements, mais qu'est-ce qui est plus important pour vous entre les deux?
Le résultat, justement, ou le côté humain? C'est assurément le côté humain. Moi, je suis actuaire de formation, là, je viens de le dire, mais j'ai fait ma marque tôt dans ma carrière par mes qualités humaines, de travail d'équipe, de vouloir connecter avec les gens qui m'entouraient dans d'autres départements. Oui. Fait que j'ai rapidement su que tôt, très, très tôt dans ma carrière, que je ne me démarquerais pas au niveau actuariel ou mathématique ou esprit scientifique dans ma profession, mais que ce sont les valeurs humaines qui me permettraient de me détacher du lot. Je ne cherchais pas nécessairement, en fait, moi, c'est arrivé à l'aube de la quarantaine que je me suis dit, OK, je peux être un leader. Là. Les 20 premières années de carrière, je me voyais plutôt comme un bon second, dans l'ombre, derrière les projecteurs. Je ne cherchais pas à être debout sur les tables ou être devant les projecteurs. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un peu contre ma nature. Oui. Je l'ai développé avec le temps, je l'ai parfait. Mais je pense que ce qui fait, surtout aujourd'hui, là, dans le monde dans lequel on vit, c'est la polyvalence. Donc oui, ça prend des bonnes bases, d'excellentes compétences dures, mais les compétences molles sont de plus en plus valorisées dans toutes les sphères de notre industrie, puis particulièrement dans les échelles de cadres supérieurs, les gens qui auront à la fois là, cette bonne tête d'affaires-là, jumelée avec des valeurs de bienveillance, d'empathie, d'écoute, d'authenticité, se distinguent de plus en plus. Merci, Jean-François Delia. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Janie. Finalement, c'est pas... On l'entend pas beaucoup dans l'industrie financière, mais l'industrie financière, c'est quand même une industrie relationnelle. On est là pour nos investisseurs. On est en train de travailler pour quelqu'un, en travailler avec quelqu'un, avec des gens, des équipes. Puis chez nous aussi, on n'a pas le système de superstar, on a le système de l'équipe. Tu peux avoir des superstars, mais qui sont capables d'avoir une belle équipe, de combler une équipe, de travailler avec elle. Puis on dit toujours, tout ce qu'on crée, on crée ensemble. Donc, c'est pour ça que je pense que les valeurs, avoir des valeurs communes, au niveau de la firme, mais au niveau de l'équipe aussi, c'est très, très important. L'industrie financière n'existe pas dans un vacuum, dans l'abstrait des chiffres. On existe pour une société en train de bâtir une société ensemble, puis pour une équipe en train de bâtir une équipe ensemble. Mais c'est nouveau. Je dirais que c'est pas nécessairement le consensus de l'industrie financière maintenant. Mais je pense que c'est le futur. Puis je pense que les femmes ont un rôle très important à apprendre cette façon de penser, puis les hommes aussi, en tant qu'alliés, c'est sûr. Je dois vous avouer, je suis agréablement surprise. Et ce que j'aimerais savoir, est-ce que vous avez constaté un changement au fil des années? C'est-à-dire qu'on a souvent l'impression, nous, ceux qui ne font pas partie du milieu des affaires, que contrairement à ce que vous venez de mentionner, que les valeurs humaines sont plus importantes que le côté, lorsqu'on parle d'investissement ou de retour, de chiffres. Merci, Janie. Moi, ça me surprend beaucoup parce que j'ai souvent cru qu'il fallait être hyper performant, un peu comme des machines. Donc, avez-vous l'impression que la culture change ou c'est une culture qui est propre au Québec? Parce qu'on peut penser qu'aux États-Unis, puisqu'on demande que les gens soient ultra performants ici aussi, mais jamais j'aurais pensé qu'on aurait priorisé le côté humain. Est-ce que vous voyez qu'il y a eu des changements ces dernières années? Moi, je serais portée à dire que oui. C'est sûr que moi, je travaille pour une organisation qui s'appelle le Fonds de solidarité. Dans notre mission, c'est écrit, c'est clair, ça fait 40 ans. On doit jumeler un rendement financier puis un rendement sociétal. Donc, on va regarder autant que ce qu'on livre comme rendement financier pour nos actionnaires, dont pour la plupart, ce qu'ils ont pour la retraite, c'est chez nous. Mais on va regarder aussi qu'est-ce qu'on fait dans la société. En ce moment, on parle beaucoup de logement social. Donc, il y a une partie de ce qu'on fait en immobilier, c'est vraiment de faire arriver du logement social. Il y a une partie de ce qu'on fait du côté de l'investissement, c'est de supporter l'industrie des sciences de la vie, donc la recherche médicale. Il y a une partie de ce qu'on fait, c'est de l'exploration minière. Donc, il y a une partie qu'on fait qui est plus traditionnelle. Il y a une partie qu'on fait, qu'on sort complètement. On va dans des zones où les gens vont moins. Fait que nous autres, bien, ça fait 40 ans.
Ceci étant dit, je pense qu'au Québec, oui, les valeurs évoluent. On voit que de plus en plus d'institutions parlent non seulement de rendement financier, mais de l'impact qu'ils ont dans les sociétés. Je pense que ça fait partie de notre côté européen. On a des valeurs profondes, on a une joie de vivre qui fait en sorte qu'on regarde les choses un peu différemment. Puis je pense qu'il y a un mouvement de fond à travers la planète qui a probablement été déclenché par le fait que toute la question environnementale, que les gens se sont dit, OK, on ne peut pas juste regarder le rendement, puis c'est pas vrai que tu fais le rendement, puis quand tu vas à la retraite, bien là, tu commences à t'investir, à faire du bénévolat, tu commences à te préoccuper de la planète dans ta vie personnelle. Faut que les deux se conjuguent. Fait que je pense qu'il y a une tendance de fond, mais je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est plus marqué ici au Québec qu'ailleurs, personnellement. Mais c'est sûr que je suis fière de ce qu'on fait. C'est certain que dans l'industrie de la finance et de l'assurance, là, au Québec, bien, on a la chance d'avoir des coopératives, des investisseurs institutionnels avec des valeurs fortes, des assureurs mutualistes comme les Beneva. Et puis nous, bien, on existe depuis les années 40. Puis en fait, on a été fondés par des gens qui avaient soif d'équité et de justice sociale, qui voulaient que les travailleurs ouvriers puissent s'offrir des soins médicaux, des médicaments à une époque où la santé publique n'existait pas comme on la connaît aujourd'hui, parce que des fonctionnaires, des employés civiques, comme on les appelait à l'époque, bien, se disaient ça n'a pas de bon sens que lorsque l'un d'entre nous meurt, c'était les hommes qui travaillaient à l'époque, bien, la veuve soit prise à défrayer les frais funéraires à même notre héritage, puis les héritages étaient minces dans les années 40, donc ils se sont unis par grande soif d'équité et de solidarité. Puis c'est pour ça qu'on existe encore aujourd'hui. Puis c'est ces valeurs-là qu'on essaie de transposer. Mais c'est vrai au Québec, mais je pense que c'est vrai au Canada, là, même dans les sociétés à capital d'action. On voit de plus en plus, quand on regarde les missions, les valeurs des organisations, d'engagement, comme on a chez Beneva, puis chez nous, bien, ça fait presque 100 ans là, que c'est dans notre ADN, mais de laisser un impact durable sur la collectivité. La semaine dernière, j'étais aux États-Unis pour affaires, puis je suis allé voir un match de hockey jeudi dernier, puis je suis allé voir le match de hockey au Climate Pledge Arena. Donc, pas à l'Arena XYZ qui appartient à une grosse multinationale américaine, mais dans un arena qui porte le nom de Climate Pledge. Donc, un arena totalement carboneutre déjà aujourd'hui en 2025. Donc, on voit quand même qu'il y a des entreprises qui cherchent de plus en plus à s'engager pour le bien commun. Même s'il y a pas mal de bruit sur la ligne en ce moment, particulièrement au sud de la frontière. C'est autre chose. Je vais vous inviter, chacune et chacun, vous allez piger. Alors là, il y a des questions surprises. On en pige 3 pour on en choisit une? Non, Jeannie, non, ça ne se passe pas comme ça. Vous pigez une question, vous répondez, et j'invite Délia et Jean-François à y répondre. Je commence par vous, Jeannie, je vous sens... Fébrile. Oui, exactement. C'est le mot que je cherchais. Je sais. OK. Parmi toutes les personnes qui t'ont enseigné, qui t'a laissé la plus grande marque? C'est facile, celle-là. Allez-y. Moi, j'ai eu le privilège à 19 ans de croiser le chemin d'une personne qui s'appelle Hubert Lacroix, qui m'a mentoré toute ma vie, qui m'a poussé toute ma vie, qui m'a incité à sortir de ma zone de confort. C'est tous mes changements de carrière, je les ai discutés avec lui. Retourner faire mon MBA, c'est lui. Puis même encore aujourd'hui, à tous les trimestres, je déjeune avec lui. 45 minutes. Tu fais quoi? C'est quoi tes objectifs? Où tu t'en vas? Puis c'est quelqu'un qui a été une personne très, très importante dans ma vie. Est-ce que vous faites la même chose? Vous êtes le mentor de qui, selon Moi, vous? je suis mentor d'une jeune fille qui m'a accrochée dans une soirée comme ça. C'était une soirée... l'association de Réseau Capital a un chapitre pour les femmes investisseurs.
Et puis, il m'avait invité à leur parler. Et puis, j'étais un peu tannée des gens qui vont faire des conférences, puis là, tu les écoutes, puis toute leur vie est extraordinaire. Tu as l'impression qu'ils n'ont jamais aucun succès, aucun échec. Toute leur vie est une série de succès. Fait que j'ai décidé de faire une conférence sur toutes les erreurs que j'ai faites et tous les échecs que j'ai vécus pour qu'ils réalisent que la vie, c'est parsemé de succès puis d'échecs. Puis, tu sais, souvent, quand on parle de la vie de quelqu'un, c'est comme des photos. Oui. Mais la vie, c'est pas une série de photos, c'est un film. Ça fait que ça va il y a des hauts et des bas, etc. Oui. Donc, elle était venue me voir après cette conférence-là, puis elle m'avait demandé si j'accepterais de la rencontrer. Ça fait que je la rencontre, puis quand elle a besoin, elle m'appelle, puis elle vient au bureau, puis on jase. Puis je suis très ouverte à... Quand je rencontre des gens dans mon parcours qui me demandent, ça me fait toujours plaisir de redonner, parce que je sais à quel point c'est important d'avoir quelqu'un avec qui tu es capable d'avoir des discussions ouvertes de tes ambitions, tes craintes, tout ce qui se passe par ta tête. Est-ce que, Janie, le meilleur conseil que vous pourriez donner justement à une jeune femme qui, elle aussi, veut soit exercer le même milieu que vous, aller en finance, de faire ce que vous avez fait avec M. Lacroix, c'est-à-dire de ne pas avoir peur d'aller frapper? Ah, tout à fait. Tout à fait. Puis je pense que ma vie professionnelle ça a été lui, là, mais il y a énormément de monde à qui j'allais m'asseoir puis que j'ai eu des discussions profondes qui ont influencé qui je suis aujourd'hui. Puis je pense que c'est une des recettes du succès de moi, mais de plusieurs femmes, entre autres dans le milieu des finances, c'est vraiment de ne pas avoir peur de cogner puis d'avoir des discussions franches puis d'aller chercher conseil. Merci, Janie. Jean-François, hein? Est-ce que la question est aussi longue? Non, plus court. Bon. On dirait qu'elle est plus courte. Oui, plus tough, je suis sûre. Quel a été ton plus beau moment de la dernière année? Ah, ça, c'est intéressant. On parle de 2024, hein, l'année... On parle de l'année 2024-25 ou 2024? Comme vous, comme on veut. Oui. Il y a plusieurs beaux moments, mais il y en a un qui était assez particulier. Non, j'aimerais ça dire avec toi, mais j'ai reçu une médaille, la médaille du couronnement du roi Charles III. C'était complètement inattendu. Je me doute à ce jour qui a donné ma candidature. Il y a une trentaine de milliers de médailles qui ont été distribuées un peu partout au Canada. C'est pour, entre autres, l'engagement civil, l'engagement envers la société, l'impact qu'on a dans la collectivité. Je ne savais même pas que ces médailles-là étaient remises. Là. J'ai appris par hasard, juste une drôle de lettre, à un moment donné, vous êtes convoqué, je pensais que c'était du phishing. Vous êtes convoqué à une remise de médaille. J'envoyais ça à mes équipes TI, parce que, avant de cliquer le lien, ça m'apparaît une excellente stratégie. Donc, je me méfie, mais là, j'ai une petite médaille. Je ne sais pas trop quand est-ce que je peux utiliser ça, mais elle est bien rangée. Puis mon fils de 5 ans, bien impressionné, que son papa ait lui aussi une médaille. Merci, Jean-François. Dès là, je vous invite à piger. Pas trop long. Quelle chose a été la plus difficile à apprendre pour toi? Ah, boy. Oh! Il y en a plusieurs, donc la plus difficile. J'ai appris à accepter le fait que je savais que je peux faire des erreurs, mais que ça ne veut pas dire que je ne peux pas être un leader, que je ne peux pas être en finance. Donc, d'accepter la capacité de faire des erreurs, de la partager, ça fait du bien. Ça m'a pris un petit bout parce qu'en tant que femme en finance, puis... t'as l'impression que tu dois être correct 100% du temps. Tu dois savoir 99% de tout avant de dire oui ou non, avant d'avoir une opinion. Puis ça m'a pris du temps d'apprendre de faire confiance à mon jugement. En effet, quand j'en ai parlé de qui t'a influencé le plus,
je suis moi aussi le résultat de la générosité de plein de gens. Mais la plus grande générosité, c'était celle de mon CEO à ce temps-là. C'était Olivier Desmarais qui m'avait dit, il m'a apporté au comité exécutif. J'avais dit, j'en ai à l'équipe, si je vais faire partie du comité exécutif, si je serai à la table de stratégie. Puis je suis là pendant 2 ou 3 réunions. Après une des réunions, il m'a dit, Delia, comment ça se fait que tu pars toujours en tant qu'avocate? Tu dis toujours du point de vue légal. Je ne t'ai pas apporté ici du point de vue légal. Je t'ai apporté ici pour ton jugement. Apprendre la capacité de parler du point de vue de mon jugement, puis pas se cacher derrière le légal, puis tout ça, ça a pris du temps. Mais c'est intéressant de dire, parce que vous avez répété à quelques reprises, si, mais si. Pourquoi vous n'étiez pas dans... Je pense que peut-être, Janie, vous avez une attitude peut-être différente, c'est-à-dire de faire de la visualisation. Non, mais je les ai avec beaucoup de respect, mais moi, je crois beaucoup en la visualisation. Donc, si... Ouais. Pardon. Non, Si... ouais. Vous comprenez ce que je veux dire? De vous voir, de dire, je suis là parce que je le mérite. Pourquoi vous avez tendance, selon vous, à aller dans le ciel avec si on met Paris en bouteille, mais bon. Ça m'a pris en longtemps d'apprendre la confiance de soi. En longtemps. Puis, je ne sais pas à cause de quoi, peut-être pas de la façon dont j'ai grandi, des circonstances. Europe, c'est, disons, j'ai grandi en Europe, puis j'étais en France pendant un petit bout. C'était pas c'était une société assez diverse, mais pas... La place des femmes n'était pas la même dans les industries, dans le côté financier, puis tout ça. Même si je ne suis pas en finance, je tiens à vous rassurer. Si vous avez le poste que vous avez, c'est bien à cause de vos compétences. Je n'ai nul doute là-dessus. Merci. Je suis d'accord avec ça. Merci, Janie, avec plaisir, je vous invite à piger, encore une fois. Ah, j'en ai 2. Ah, ben oui, choisissez celle que vous choisissez. Quelle personnalité du monde des affaires t'inspire le plus? Est-ce une femme? Il y a plein de personnes qui m'inspirent, mais je dois vous raconter que la semaine dernière, j'ai eu l'occasion de rencontrer Jeannette Bertrand pour ses 100 ans. Ça, c'est une reine, Et je Jeannette. suis en train de lire son livre et son attitude par rapport à la vie, Oui. ce qu'elle a fait pour le droit des femmes m'impressionne beaucoup. J'étais assise à côté d'elle, Oui. 100 ans. Oui. Toute sa tête, sa vivacité, son désir encore de faire un impact dans la société, c'est vraiment admirable. Puis son sens de l'humour, écoute, décapant. Moi, je l'ai interviewée à quelques reprises dans ma vie. Incroyable. Janie, je peux vous dire à quel point que cette femme-là a changé ma vie, mais comme vous venez de le mentionner, c'est qu'elle est lucide, éloquente. Et tout le monde devrait lire le livre de Jeannette Bertrand et la prendre en exemple. Je veux dire, pour moi, c'est une reine, Oui. Jeannette. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. C'est qu'en ce moment, je suis dans ma phase Jeannette Bertrand. Que je partage avec vous. Merci, Janie. Tiens, voilà ma question. Non, mais Janie, non, je suis pas... Non, voilà. J'ai pas le droit de piger. Et quitte, non, moi, oui, vous pigez. suis un homme Garde-la soumis. pour le prochain tour. Garde-la pour le prochain tour. D'accord. Oh, elle est courte. Quel est ton plus grand défi au quotidien? Ah, Et ça, c'est une bonne question. Il y en a plusieurs, mais je dirais que le plus grand défi, c'est de rester focusé sur le long terme. Parce qu'il y a beaucoup de distractions quand on est un leader, puis c'est très tentant, parce qu'on est tous des gens généralement, naturellement portés vers l'action. Jean-François, distraction... Il y a toutes sortes de choses qui surviennent au niveau professionnel. Un client qui a une nouvelle attente, un partenaire qui veut telle chose, un employé qui a tel besoin. De rester focusé sur le long terme quand on est chef d'entreprise. Puis c'est ça notre rôle, en fait. Hein, oui, là, il y a un peu de court terme, là, mais on ne devrait pas passer l'entièreté de notre journée à éteindre des petits feux. On devrait plutôt stimuler
la créativité autour de soi, l'alignement, la passion. Puis souvent, ben, on se laisse distraire, puis malheureusement, on passe beaucoup trop de temps à éteindre des petits feux au quotidien. Alors, je salue votre focus, parce que lorsque j'ai dit distraction, tout de suite, vous avez pris la... Parce qu'il y a différentes distractions, mais merci d'avoir précisé, j'apprécie, Jean-François. Oh, pardon. Délia? À quand remonte la dernière fois où tu as quitté ta zone de confort? À ce matin. Chaque jour. Chaque jour, mais... puis j'ai choisi cette métier-là, j'ai choisi en effet, donc je fais moins du droit, puis plus d'opérationnel, plus de stratégie, parce que si tu es à l'extérieur de ma zone de confort, ça fait du bien, j'aime ça beaucoup. Donc c'est ça, c'est ce matin, chaque jour. Alors, je vais vous poser la même question à vous deux. Janie, quelle est la dernière fois où vous avez quitté votre zone de confort? À peu près la même réponse. En ce moment, ce qui me sort complètement de ma zone de confort, c'est ce qui se passe avec les États-Unis. Cette façon de changer les règles du jeu, de redéfinir comment le monde va fonctionner, ça me fait sortir de ma zone de confort. Moi aussi, je dirais régulièrement sorti de notre zone de confort. Là. Je pense que c'est une tendance lourde. Moi, je dirais, effectivement, je rejoindrais Janie là-dessus. Là, le monde dans lequel on vit présentement là, est hautement imprévisible. Oui. Puis, je suis actuaire de formation. Oui. Mon but dans la vie, c'est de créer de la prévisibilité autour de moi. Et là, comme je n'ai jamais été servi, là, ça fait une vingtaine d'années là, que je suis dans une position de leadership, je n'ai jamais vu autant d'imprévisibilité financière, économique, sociale, technologique, avec l'avenue de l'intelligence artificielle, politique, géopolitique. Donc, c'est quelque chose avec lequel on doit composer, avec lequel on n'est pas nécessairement très habitué de le faire. Je me permets de vous poser une question. Je ne veux pas être défaitiste non plus. Je ne voulais pas terminer... Sur une note négative. Sur une note négative, merci. Mais justement, avec ce qui se passe chez nos voisins du Sud, vous qui êtes dans le milieu de la finance, est-ce qu'il y a raison de s'inquiéter? Et si avez-vous peut-être une façon de nous donner espoir et de nous dire que si finalement, c'est pas si pire que ça? Comment rester... La question mérite d'être posée. Est-ce qu'on a des bonnes nouvelles à nous partager? Je vous en supplie. Je sais pas. Honnêtement, je pense que dans toute crise, il y a des opportunités. Puis je pense que comme pays, on a l'opportunité, comme société, de se redéfinir. On a été trop longtemps dépendant des États-Unis. On a été trop longtemps dépendant du fait que le dollar canadien était plus faible par rapport aux États-Unis. On s'est trop longtemps assis sur le fait qu'on a 50 accords de libre-échange avec toutes sortes de pays. Puis là, on a l'occasion de peut-être aller au bout de notre talent puis bâtir des entreprises ici plus fortes, plus solides, rapatrier ici des choses, nos chaînes d'approvisionnement. Moi, je pense que dans 10 ans, on va regarder ce qui se passe aujourd'hui puis on va dire que c'était une bonne chose. Ça, c'est ma conviction personnelle. Est-ce que ça va être difficile? Oui, c'est de la même manière que si tu décides que tu vas faire un triathlon tu t'es jamais entraîné. C'est comme pénible au début, en parlant d'expérience, mais quand tu l'as fait, tu as une fierté incroyable, puis tu sais que tu es capable de pousser tes limites. Je pense que c'est la même chose comme société qu'on va avoir à faire. Bien, je salue votre optimisme, Janie, puis je vous remercie. Maintenant, je vais m'adresser à l'actuaire en vous. Est-ce que vous avez la même vision que Janie? Bien entendu, nous sommes un peuple résilient. On l'a démontré avec la pandémie, la crise financière en 2008-2009. Donc, moi, j'ai bonne confiance qu'on va passer au travers et qu'on va ressortir grandi. On avait une grande dépendance à l'économie américaine. Bien, c'est le temps de trouver des nouvelles routes d'importation, d'exportation, d'encourager aussi les entreprises d'ici. On a des entreprises en diverses industries qui font affaire ici. On a des acteurs économiques incroyables comme le Fonds Solidarité FTQ. Donc, construisons là-dessus et bâtissons un Québec plus fort. Ouf, me voilà soulagée. Merci, Jean-François. Délia, je me permets de vous poser... Elle va parler que la planète est en feu pareil. Oui, quand même. Mais je pense aussi que c'est le moment de bâtir. Puis c'est un moment, never waste a good crisis, on dit.
c'est le moment de bâtir, c'est le moment d'être focusé. Puis on a été pas trop focusé pendant des années et des années au Canada. Je pense qu'au Québec, on est chanceux parce qu'on avait déjà les valeurs nécessaires. Puis on va le faire à long terme. Pour Power Sustainable, on est des investisseurs à long terme de toute façon. Donc, on a beaucoup d'espoir, beaucoup d'optimisme, mais ça va être difficile dans les prochaines années, mais c'est correct. Quelle bonne Quelle bonne nouvelle! Je regarde même les gens du public sont comme... Tout le monde sourit dans le public, sont comme... Great! Super! Alors, on reste optimiste. C'est comme ça se termine. Janie Beik, Delia Cristea, Jean-François Jalifou, mille merci. Ce fut très instructif. Et puis, vous êtes des modèles pour nous tous. Merci de me donner espoir pour l'avenir. J'étais un peu défaitiste, mais là, ça va, du coup. Merci. Puis merci au public d'être venu. Très apprécié. Merci à vous. Merci. Merci. Mon Dieu, mais quel bon...